bienvenue à toutes et à tous. Merci pour cette aimable invitation. Et croyez-moi, c'est volontiers que j'y répondrai chaque fois que vous ferez appel à moi. Tellement je trouve que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire, est important dans le contexte actuel. Donc j'ai beaucoup d'admiration, surtout pour les femmes percutantes et qui sont aussi sur le terrain. Alors, très modestement, je vais traiter donc du sujet qui m'a été assigné. Le titre, il y a égalité, emploi, femmes, droit. Et je voudrais profiter, je n'ai pas souvent l'occasion dans mon propre pays et juste après la Révolution de m'exprimer beaucoup, de vous donner quelques pistes et quelques orientations en vue de l'action. Donc, je me situe un peu à l'amont d'une petite association avec quelques experts bénévoles et nous avons comme objectif essentiel, mais d'une manière modeste, de donner, tant que cela est à notre portée, on va dire, des outils de référence en termes de connaissances théoriques ou pratiques en vue de l'action. C'est-à-dire que pour baliser un peu le terrain et permettre aux activistes d'agir avec un minimum de références, nous pouvons aider. Mais l'essentiel du travail, il vous revient. Une fois que vous avez plus ou moins vous êtes approprié ces quelques instruments, ces quelques pistes d'orientation, mais pas en tant que donneur de leçons, mais de par simplement l'expérience modeste que j'ai dans le travail associatif, et je le fais à l'échelle régionale. Il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas encore mieux à l'échelle de mon propre pays. C'est pour ça que je répondrai volontiers et à toute initiative. Alors, je n'ai pas ordonné vraiment d'une manière stricte mon propos, mais je vais donner plusieurs éléments de référence, quitte ensuite à les ordonner et à vous faire un petit papier de 2 ou 3 petites pages qui permettent un tout petit peu de matérialiser l'ensemble. Alors, il faut partir de l'idée que vous êtes une association donc, de plaidoyer, advocacy. Ça, c'est fondamental. C'est différent d'une association ou d'une ONG de développement. Et donc, l'advocacy ou le plaidoyer, donc, c'est essentiel surtout, et encore plus dans la phase actuelle. Pour ceux, à mon avis, si vous prenez donc cette thématique de l'égalité et de la non-discrimination à l'égard des femmes, pour ce qui concerne aujourd'hui les droits économiques et sociaux, quelles sont les références essentielles que vous devez avoir au niveau global et quelles sont les pistes que vous pouvez donc emprunter pour effectivement faire le plaidoyer des droits économiques et sociaux des femmes, et en particulier sur le droit donc, au travail, et je vais ajouter tout à l'heure, au travail décent, qui est le message parmi les plus importants que je voudrais vous donner, parce que nous sommes attardés dans ce pays, dans ce domaine-là. Alors, les références en termes internationaux, il faut avoir bien sûr le fameux pacte international sur le droit économique, social et culturel. On peut y accéder sur Internet, je vais dire quelques mots. Ça, c'est vraiment basique, parce qu'il y a l'énoncé des différents droits, dont le droit au travail. Et donc, je vais... alors, ça serait mieux au fur et à mesure, comme ça je ne reviendrai pas de nouveau. Alors, les droits économiques, sociaux et culturels, alors, évidemment, c'est pas grave, je vais dire peut-être aussi. Alors, parmi ces droits, donc, bien sûr, il faut rappeler le droit au travail. Et ce droit au travail, je vais le décliner par la suite en fonction de ce que nous appelons désormais, depuis une dizaine d'années, le travail décent. Ça, c'est une nouveauté depuis d'une dizaine d'années au niveau de l'Organisation internationale du travail. Jusqu'alors, on parlait du droit au travail. Maintenant, on parle du travail décent. Et ça, c'est essentiel. Et je vous dirai quelques mots, il faut avoir une référence. Par exemple, là, si vous rentrez sur le site de l'Organisation internationale du travail, vous allez trouver un très bon document qui s'appelle « L'égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent ». Et vraiment, c'est une analyse extrêmement pertinente
avec des références donc, comparatives et qui nous permettent en tant que Tunisiens de nous situer par rapport à ça. Et nous avons un déficit flagrant dans ce domaine, et je vous l'explique clairement, et vous avez un terrain vraiment où vous pouvez vous battre en termes de plaidoyer là-dessus. Donc, le pacte international des droits économiques et sociaux, alors, en gros, nous allons voir donc, le droit au travail, mais bien sûr, il y a d'autres droits. Et très souvent, nous conjuguons le droit au travail au droit à la protection sociale. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Sans compter l'éducation, la santé, le droit à un niveau de vie décent, y compris l'alimentation, le logement. Toutes ces choses-là, elles sont connues, mais nous allons centrer essentiellement sur le droit. Donc il faut avoir ce document, le discuter donc, en groupe, recourir à des femmes ou des hommes de droit pour un tout petit peu expliciter, parce que c'est vraiment la base référentielle. Et puis un autre, alors c'est important, comme ça j'enchaîne, vous savez, il y a donc ce pacte, auquel la Tunisie a souscrit, mais il y a ce qu'on appelle un protocole facultatif à cette convention. Et ça, c'est vraiment très très important. Et là, nous ne l'avons pas encore signé, parce que le protocole facultatif à cette convention, il nous permet, en tant que Tunisiens par exemple, de recourir aux organismes internationaux de Nations Unies chargés de faire le suivi de l'application de cette convention et de plaider notre cause compte tenu des insuffisances, des manquements, des violations. Et bien sûr, ça met évidemment les États en mauvaise position parce que ces organismes internationaux vont faire des enquêtes, etc. Donc ça a un côté symbolique, certes, mais un côté aussi effectif. Ce protocole, nous ne l'avons pas signé. D'où, une des actions à mener, faire un plaidoyer pour que le protocole facultatif au niveau des droits économiques, sociaux et culturels soit ratifié par la Tunisie et que nous puissions désormais, en tant que société civile, avec les syndicats, etc., plaider notre bonne cause au niveau des organismes onusiens chargés de l'application de cette convention. J'enchaîne, comme ça c'est pratique en même temps. Notre grand problème aujourd'hui, c'est comment inscrire les droits économiques, sociaux et culturels dans notre nouvelle constitution. Ça, c'est vraiment la bataille. Personnellement, je vais m'y engager à fond et je vais aller à l'Assemblée constituante et je vais exiger que je puisse parler devant cette commission, tellement cela me paraît fondamental. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, la Constitution de 59, elle a juste établi ça en tant que préambule. Et les juristes ont tendance, quoi que j'ai appris, qu'il y a des débats comme quoi le préambule, il faut que ça soit dans le texte. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le droit devient opposable. C'est-à-dire, nous aurons la possibilité par la suite d'aller ester en justice pour violation de ce droit, pour manquement à ce droit. Alors c'est très important, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'action en justice ou l'opposabilité en matière de droits économiques et sociaux est un peu plus compliquée que pour les droits politiques et civils. Parce que les États, en fait, en signant la Convention, ils s'engagent à non seulement respecter, protéger et à mettre en œuvre ces droits, en particulier au travail, mais d'une manière progressive. Et une autre fois, si vous voulez, on pourra avoir l'occasion comment nous pouvons évaluer la progressivité dans la mise en œuvre de ce droit. Donc, contrairement, par exemple, le droit syndical, c'est un droit qui peut s'appliquer tout de suite. Une législation, on applique. Le droit pour que tout le monde ait un logement décent, ça suppose une politique, une législation, des pas qui sont faits en conséquence, et nous pouvons évaluer ça. Nous avons des critères pour dire tel État est en train, oui ou non, d'aller dans le sens du respect de la protection et de la mise en situation de ce droit. Donc, je voudrais que nous soyons nombreux à plaider dans les mois qui suivent pour que les droits économiques, sociaux et culturels figurent dans la Constitution d'une manière claire et précise, et que nous puissions aussi avoir le droit donc, à l'opposabilité, je crois que ça s'appelle comme ça, donc au niveau de la justice plus tard. Et ça, les pays d'Amérique latine ont déjà une très grande avance sur nous, et nous pouvons d'ailleurs faire des collaborations avec eux, parce que là-bas, ils plaident carrément, il y a des actions en justice, des trucs incroyables. Un pays d'Amérique du Sud, le gouvernement a voulu signer un accord d'association de libre-échange avec les États-Unis. Il y a eu un mouvement au niveau de la société civile pour s'opposer à cela au nom, etc.
Et ils ont fini par céder, et ne pas engager de zone de libre-échange. Je donne un exemple simplement, et nous sommes encore très très loin de cela. Donc, les droits économiques, sociaux, culturels, ça c'est la grande bataille, à laquelle j'ajouterai, moi je vais ajouter droits économiques, sociaux et environnementaux. Il faut que nous soyons les premiers à inscrire le droit à l'environnement sain, au développement durable, comme un droit parmi les autres droits dans la Constitution. Ça, c'est aussi une bataille. Donc, cet ami qui est de longue date, c'est un des vétérans de la lutte pour le développement durable. Donc ça, c'est, à mon avis aussi, c'est une bataille à avoir bien en tête. Donc au niveau... Alors, maintenant, l'autre niveau, et en même temps, je donne l'action. Alors, pourquoi on parle aujourd'hui donc du droit au travail décent? Alors, quand je parle, je m'excuse, je voudrais vous rappeler qu'il y a deux principes fondamentaux que nous devons avoir en tête chaque fois que nous avons affaire aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est le principe d'égalité et de non-discrimination. Ça, c'est le leitmotiv. Égalité et non-discrimination. Et la non-discrimination, elle n'est pas seulement relative au sexe, mais à l'origine sociale, et à d'autres situations, et je pense là aux handicapés.